Bonjour, Patrick Privat-Garil, je suis donc le président du CAFAP, Club d'affaires franco-allemand de Provence. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'introduire une manifestation avec le pôle de l'Arbois sur les risques industriels et la gestion des risques industriels. On se rend compte là, à mi-parcours de cette manifestation, que la coopération franco-allemande couvre beaucoup de domaines liés, là on parle du risque actuellement, mais liés à des pôles de technologie et dont on ne soupçonnerait pas l'existence, c'est-à-dire des coopérations dans le cadre de fondations comme la fondation Steinbeis, etc. Et des coopérations transversales sur des thèmes technologiques qui sont très peu connus du grand public. C'est un des intérêts d'ailleurs du club d'affaires franco-allemand de les faire connaître et d'exercer une action transversale par rapport à ces coopérations et à ces actions sur ces domaines. Donc n'hésitez pas, en cas d'informations ou si vous avez besoin d'en savoir plus long, à consulter notre site du CAFAP, www.cafap.fr, et évidemment à nous interroger sur tous ces aspects de coopération transversale avec l'Allemagne et de coopération à but évidemment économique entre la région Provence-Côte d'Azur et l'Allemagne. Donc Jean-Paul Monet, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers, chef de groupement au SDIS 13, c'est-à-dire aux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Alors aujourd'hui, c'est la journée bilatérale franco-allemande pour faire face aux risques industriels, les analyser et bien entendu les prévenir. Pourquoi des sapeurs-pompiers dans cette affaire-là? Eh bien parce que les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont toujours été très investis dans l'investigation et l'innovation. Et ce fait qu'aujourd'hui, le SDIS des Bouches-du-Rhône détient des robots, un robot terrestre et 2 robots aériens, 2 drones. Et ils sont en opération, d'ailleurs au moment où on parle, ils sont en opération aussi. Et donc cette affaire-là est utilisée, ces moyens-là sont utilisés essentiellement dans le domaine des risques industriels, mais aussi des risques courants. Par exemple, si on a des feux dans des galeries ou des galeries de câbles, eh bien, si l'homme ne peut pas rentrer pour des raisons de dimension de la galerie, on peut envoyer un petit robot qui va aller trouver le foyer ou mesurer les concentrations de gaz. Ensuite, pourquoi la Technopole? Eh bien, parce que nous sommes des partenaires permanents du pôle risque, du pôle compétitivité risque, si on devrait dire, basé sur la Technopole de l'Arbois. Et donc, à travers ce réseau d'expertise, ce réseau d'entreprises et d'institutions, on a été mis en contact avec le CAFAP, qui fait donc ces journées franco-allemandes. Et ça tombe particulièrement bien parce que on s'aperçoit que finalement l'Europe aujourd'hui, qui a des réalisations très probantes dans l'espace aujourd'hui, mais de façon générale, l'Europe finance des projets de recherche et de développement franco-allemand à travers l'Agence nationale de la recherche française et son homologue allemand. Alors sur le site du SDIS 13, tout simplement www.sdis13, le chiffre, vous allez pouvoir retrouver les activités des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et comment les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, pour la sécurité du citoyen, innovent tous les jours avec des nouveaux matériels et des technologies de pointe. Bonjour, je suis Michel Sacher, je suis le directeur du CIPRE, le Centre d'information pour la prévention des risques majeurs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes une association qui associe l'État, les industriels et les collectivités locales et territoriales. Et nous travaillons dans la prévention des risques, dans la concertation, et vous pouvez nous interpeller pour vous aider à gérer vos risques. Donc nous sommes là pour vous donner des conseils, donc de la prestation sur l'organisation face aux risques, l'organisation pour les collectivités locales et territoriales, les exercices de sécurité civile, les systèmes d'information géographique, et surtout la vulgarisation, la communication, l'interface avec le public sur ces risques, parce qu'il faut absolument que les gens, le public, les personnes qui travaillent, qui résident à côté des zones à risque, soient informés de ce qu'ils peuvent craindre et ne pas s'exposer par méconnaissance, s'approcher du risque et être victime sans le savoir.
Alors vous pouvez nous connaître mieux et puis aussi vous abonner à notre revue de presse. Nous faisons une revue de presse quotidienne sur les risques en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous pouvez vous abonner et pour ça, rejoignez-nous et venez vous inscrire sur notre site internet www.cipre.org. Merci. Si jamais il y a un accident, sachez vous protéger vous-même. N'allez pas vous rapprocher du danger pour vous mettre en danger vous-même, pour pas aller vous brûler par méconnaissance, pour pas vous approcher du danger. L'étude de danger, c'est la description des installations et des produits pour définir les potentiels dangers. C'est pas une description macroscopique, c'est du microscopique. Hein, c'est combien il y a de vent, combien il y a de brides, en quel produit c'est fait, quelle est l'épaisseur et puis l'identification des risques, les conséquences, les barrières, qu'est-ce qu'on va mettre pour essayer d'éviter les barrières, différentes barrières, une barrière de prévention pour éviter que l'événement se produise, une barrière de protection pour éviter que si l'événement se produit, les conséquences sortent à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout le monde est exposé au risque. Et c'est pas parce qu'on va parler de risques industriels qu'on n'est pas exposé à d'autres risques. Et donc c'est bien ça qu'on va faire comprendre, c'est essayer de dire, c'est pas essayer de faire peur aux gens, c'est de dire, ben voilà, on vit avec le risque. Essayons de le maîtriser, de le prévenir, et donc travaillons tous dans le même sens. Merci beaucoup, Michel. Ich heiße Johann Boucher und ich bin der Verkaufsleiter bei Novadem. Und es ist Pascal Zunino, der Direktor des Unternehmens. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber heute werde ich diese Präsentation in Französisch halten. Donc juste un petit mot un petit peu sur Novadem en guise d'introduction, quelques chiffres. Nous, la société a été créée en 2006. Donc en fait on est spécialisé dans la création, dans le design et la conception de drones pour les marchés civils et militaires. Donc aujourd'hui on est une petite équipe, on est 10 personnes, mais avec vraiment des compétences complémentaires, autant en aéronautique qu'en mécanique, qu'en développement de solutions logicielles. Et donc aujourd'hui on travaille principalement dans le domaine civil avec une machine que j'ai présentée là, donc qui est le U130, qui est un drone destiné, on va dire, aux missions d'inspection d'ouvrage, inspection d'infrastructures, viaducs, etc. Et aujourd'hui Pascal va vous présenter le NX110, qui est un drone avec lequel on travaille depuis pas mal d'années avec le marché de la défense, DGA, section technique de l'armée de terre, mais également plus récemment avec les pompiers de Marseille. Ah oui. Donc bon, Pascal est en train de déployer un petit peu la solution là, mais juste pour vous donner quelques spécificités de cette machine, c'est une machine qu'on a vraiment développée pour être très facilement transportable. Donc aujourd'hui la philosophie de Novadem, c'est vraiment de développer des outils, donc qui sont effectivement des drones, mais qui doivent être très simples d'utilisation parce que c'est destiné à des gens qui ne sont pas pilotes, ce sont des gens qui sont experts dans un métier, donc on travaille principalement par exemple avec des géomètres experts, des pompiers. Donc ce sont des gens qui ne veulent pas être pilotes, c'est pas leur métier, ils sont experts dans un domaine, et nous on leur fournit une solution simple d'utilisation. Donc comme on peut le voir déjà Pascal, l'un des premiers points c'est le côté transportabilité des systèmes. Donc c'est un système qu'on a développé pour être très simple déjà de transportabilité. Ça tient dans un sac à dos, il faut très peu de temps pour le déployer. Donc là on l'a vu, Pascal n'a pas besoin de tournevis ni d'outils, quoi que ce soit. En fait en très peu de temps, en moins d'une minute on déploie les bras et on est opérationnel à peu près en moins d'une minute. Donc quand vous êtes en vol, en fait, il y a trois modes de pilotage. Donc, comme la plupart des drones, il y a un mode de vol manuel qui est aujourd'hui utilisé principalement par des clients qui font par exemple de l'inspection à l'intérieur de bâtiments. Donc, par définition, il n'y a pas de pilote sur le sol, donc vraiment on vole en manuel. Là, Pascal, en général, on vole en mode assisté, c'est-à-dire que là, on active le mode de test. Et à tout moment, Pascal peut lâcher les commandes, le drone est vraiment maintenu sur ses actions. Et à tout moment, c'est très fort. On voit la caméra, on va dire comme si on était à bord du drone, et on a un fond de carte géographique. Donc on localise l'observation et tous les clichés qui sont pris sont géoréférencés. Donc là par exemple je suis en train de vous observer. Donc on sait dire les coordonnées GPS, d'où vous vous situez, et si jamais il faut intervenir rapidement, on peut envoyer une équipe de sécurité à cette position pour vous sauver s'il y a besoin. C'est l'idée d'aller rapidement sur une zone, de manière très simple. On voit voilà, le drone vole tout seul, hein, c'est pas moi qui le contrôle, on lui donne des ordres. Donc là l'ordre c'est de ne pas bouger, donc il fait bien son travail. Et effectivement après on peut lui donner des ordres soit directement avec des commandes sur le système, soit par une cartographie. Lancer le système et la machine va y aller et va quadriller la zone à la recherche, on va dire, d'une personne sur cette zone. Donc
là on a embarqué une charge utile qui est une voie jour avec un zoom optique x10. On a aussi une charge utile thermique et après on peut mettre aussi des capteurs de gaz, on va dire différents types de capteurs. Donc là on va changer le capteur à la mission. Donc on a un capteur là d'une caméra, mais on peut mettre un capteur chimique, un capteur... I'm Arnold Schmidt from Tellerop, German company based in the Stuttgart area, well known for its remote controlled vehicles or unmanned ground vehicles, commonly called robots, but let's cross fingers, they shouldn't do something on their own. They only do what I as an operator tell them to do. So my background is communications electronics, which is good as part of the system's skills is affected by comms. My jobs after the 12 years armed forces services were all in a total of 2 of these systems have been built. So this is a 7.5, 8-ton vehicle, diesel driven. So this, as you see on the image, this is not for a standard bomb disposal or a normal safety regulated or influenced area. This was for field of nuclear project, which well, lasted for many years, but in the end never paid off, means never made it into becoming a product. So prototype is moved around back and forth in our facilities, and we dig it out whenever there is a celebration, like our 20 years or 20th birthday. Almost similar was an application where we had cooperation with a user not coming from out of the police or military field. And this is BASF with, let's say, a lot of possible incidents or safety related issues where they try to use a remotely operated vehicle. For this application we had created a system called Safety Guard. Another cooperation was with a British company which well, took or lasted for many years, but did not result in any project. Means there was no sales coming from it. So you learn probably from the technical side, you learn from the cooperation side, you learn from cultural differences. And we finally had another French-German cooperation with the company Cybernetics, ECA. I heard that there is probably trends or wishes to renew or reactivate it. Part of this cooperation was that Cybernetics in those days were selling a couple of our large robots to French Sécurité Civile. Width of the system, you can't simply build a robot 60 centimeters wide to have a stable vehicle base, as there's IATA rules out calling for 45 centimeters. We got stuck with the first prototype as we took 44, but then there was some Northern European airline not fully compliant to these rules. We redesigned the flippers, so the 4 tracks is what we call flippers, and we ended up in the design as you see right now. We have a lot of pre-programmed functions. Right now I just select unfold and then I use a joystick to tell the system I want you to move. I'm actually not controlling, not the position and not the speed. I just tell the system move. Whenever I let the joystick go, for safety reasons, the robot has to stop any movements. So now the arm is moving, and when it is
achieved, or when it has arrived at the final position, I get a message saying, yes, arrived final position. For controls, I've got a total of 4 joysticks, which allow to control, number 1, the driving, which is one of the joysticks. A second one would allow that I control the flippers, either simultaneously, so all 4 up, all 4 down. I can do a tilt to the side, I can control one pair, either the front or the rear pair. I can control each one on its own, so I could, even in a rough terrain, I could arrange such that the platform is parked level wherever it stands. Then, just to give one idea for the position, this is what we call overhead bin. It will show the maximum reach, what the robot can do in vertical. So first of all, you bring upper arm, lower arm up, extend the telescope, and then in the second step, you would simply put it up onto its toes. So this would be the configuration once you've driven into an aircraft. You could, let's say, drive the robot back and forth and, let's say, reach an overhead compartment, open, inspect it, and if necessary, either grab something out of this overhead compartment or use a tool. Could be a gun, it's not necessarily a gun. So this is maximum with what we can do. Of course, I'm limited in navigability. It's good in an aircraft to go straight back or forth, so I can drive the system in this configuration, but you see it's of course a little bit shaky. Going cross country, this will probably work for a few meters, but if the system falls over in this position, you most likely will have a mechanical damage. So to bring back the system, I have another pre-programmed position. Of course, everything could be done manually as well, but I must confess, for the movement of the arms, I normally would need both hands on the controls and not one with a microphone. So the chair. Yeah, the chair is a little bit too much for the system. So, some data about the robot. We do have the standard battery. The battery is, or the design is such that the battery is on top of the chassis, on the back. One battery pack is good for a standard 2 hours operation. I can add a second battery, and then I would consequently have about double the operating time. Same type of battery is in the control station, which is the big Peli case with the antennas in the back. And this would be the typical operation. So typically, of course, you would not be linked by cable to this robot, but the cable would be attached over here. This is where the electronics is in. I have my video receive antennas, and I have the remote control antenna. Standard range is 1000 meter line of sight, with, I would say, some more difficulties than for those guys using UAVs. As for them it's quite easy. You normally have line of sight. If this system disappears behind the next wall or downstairs, it's physics, but it's becoming critical. Therefore, one of the options is you can add a fiber optic cable drum to the back of the battery, and then you would operate the system with a fiber optic cable. So, operating the robot, my control panel looks like that. Laptop style, you have the video display and you have a touch panel where you could initiate commands. And of course, the first, probably most important sensor on the system would be cameras. I want to see what's going on. I want to stay away from the danger zone, from the difficult, from the risky areas, so from the explosives or from any chemicals. So I need at least eyes on the robot.
Standard is 3 cameras. We have a forward drive camera in the chassis, a rear drive camera in the chassis as well, and a third camera below here, a wide field of view to inspect whatever I would like to grab and hold. Then we have additional some interfaces. One is here, one is here, and one is here. And now, if you're a nice customer, the camera is up here. It's hot swappable, so you don't need to switch off and reboot. Put the camera there. Tomorrow, you decide it needs to go somewhere else. So different versions, different types of cameras. And if you're not happy with daylight TV, you get near infrared, you get thermal imagers, so it's all according to your budget. And our latest toy is, this is one of the 2 typical applications for our robots. We use so-called tool magazines. So we are not duct taping or screwing or taping things on the arm, on the elbow, wherever there's space. What we simply do is we park the tools we might need in a mission, and in case I need it, I tell the robot, you go back, grab this tool. Therefore we have electrical contacts in the gripper, means the minute I grab a sensor or a detector, I have power supply and I get the data back. If I no longer need it, I have a pre-programmed position, which is bring it back into the holder, take the next tool over here, take the third tool. So saves a lot of time. Former times, what people were doing, the AOD, the bomb techs, you drive to the site, you know, shit, I brought the wrong tool, you travel back. It's fine if it's a parking spot 20 meters away, but it's difficult if it's 200 meters and you have to open a door, you have to go downstairs, you have to climb an obstacle. It's easy with this robot, but with a standard 2-track vehicle, it consumes a hell of time. Good, so for the sensors, or for the first kit of tools or toys, now the second one, and you do the movement forward, backwards, sidewise, or of course any strange direction you would like to see. And then finally, your up-down movement would be like that. Means it is easy if you grab a cup of coffee or any liquid from the table and you want to place it on the floor, on another table. You don't have to do this 25 corrections, which would be required in the old-fashioned way. Now, spherical movements, and now I need to leave the microphone. Same what we were doing in linear is possible, and I need a function button, and this is no longer a one-hand operation. I need a function button to be pressed, and then I can look over the top. It means I can, so to say, look around the corner or behind an object. Yeah, so over the top or from the side. So this would be the features of this one, and then of course it's easy, a critical one. This is what you would simply dump in your mobile lab. So the idea is you're replacing the NBC reconnaissance guy. There is no person in a protective suit who has to go out and collect samples. You would send the robot, and after the mission this robot just pulls out the whole pod. You dump it in the CBRN vehicle or mobile lab, and the experts will do the rest of the job over there. So, no firing, no cross-country, sorry for that, but just a short introduction on the system. Thanks a lot. Thanks a lot.
Donc s'il y a quelque chose Et l'idée, c'était de faire un robot qui soit capable de faire l'inspection de la reconnaissance dans ces zones à risque, la détection et de la mesure, la caractérisation de la menace, détermination des zones dangereuses et neutralisation, action sur l'environnement. Il y a une puce en trop, nettoyage de zones et des pollutions. Alors, Théodore a amené son robot, nous on n'a pas amené le nôtre parce qu'en fait il est en intégration finale aujourd'hui puisque les évaluations vont avoir lieu dans 2 semaines. Un certain nombre d'évaluations pour qualifier le robot dans des environnements opérationnels. Voilà, donc les scénarios opérationnels, alors ça c'était des scénarios de la première étape, en fait, là on est à la 2e génération de robots d'intervention pour les sapeurs-pompiers, la première génération, les scénarios vous reconnaissez, enfin vous peut-être pas d'ailleurs, en haut à droite c'est une photo du robot qui évolue dans la station François Mitterrand à Paris, la station de métro. Après, c'est des essais qu'on a fait avec les installations des sapeurs-pompiers. Donc, sur un certain nombre de scénarios qui sont des scénarios typiques pour les sapeurs-pompiers et pour lesquels un robot paraît assez utile, ce qui a été validé. Donc, je vous laisse lire les types de scénarios qui ont été mis en place. Alors ça, c'est des scénarios qui ont été imaginés par les sapeurs-pompiers et qui ont été mis en œuvre aussi par les sapeurs-pompiers, donc avec des équipes du SDIS 13. Donc on a eu une évaluation assez sévère en fait. Les sapeurs-pompiers ont réussi à trouver 105 critères d'évaluation des robots, ça fait beaucoup, qui ont été répartis dans 7 grandes familles que vous voyez là. Le résultat de l'évaluation, alors indépendamment du robot en fait, c'est l'intérêt de l'évaluation, c'est que ça montre que la robotique a un intérêt pour les interventions, puisqu'on voit que le taux de satisfaction, ce qui est le graphe à droite, est assez élevé en général pour toutes les familles de critères. Donc le projet a validé que le robot pouvait être d'un grand intérêt pour les sapeurs-pompiers. Donc un robot a été déployé par le SDIS 13, il a été utilisé en opération. Alors on ne voit pas très bien l'image, mais vous la retrouverez, je crois qu'elle est encore sur le site des sapeurs-pompiers. C'est une intervention qui a eu lieu en fait suite à la perte, je crois, d'une source radioactive dans une installation industrielle. Donc les sapeurs-pompiers ont envoyé le robot. Donc le robot a été évalué en opérationnel à peu près pendant 1 an suite à ce premier projet. Et aujourd'hui, le deuxième arrive. Le deuxième robot arrive. Il va passer les tests de qualification. Il va être déployé chez les sapeurs-pompiers. Alors dans cette nouvelle génération de robots, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration de la résistance du robot aux agressions extérieures, parce qu'évidemment l'environnement est particulièrement hostile, donc on parle de produits chimiques, on parle de température. Donc le robot a maintenant une protection qui est pour ça. On a aussi travaillé sur les systèmes de perception de capteurs. Donc aujourd'hui on a des systèmes de capteurs de radioactivité qui sont un peu plus précis. On a des spectromètres qui ont été miniaturisés par le CEA. On a testé aussi, alors c'est plutôt en stade prototype ou démonstrateur, un nez électronique, donc un nez qui reproduit le nez du chien. Sauf qu'il est qualifié, on lui a fait l'apprentissage de substances chimiques, mais il peut faire l'apprentissage d'explosifs, etc. Et donc ce robot va être testé dans les semaines qui viennent, et après il va être utilisé par les sapeurs-pompiers en mission opérationnelle. Ils ont acquis 2 types de drones. Ils ont acquis le drone Novadem que vous avez vu en vol et ce drone qui s'appelle l'IT-180 qui est fait par la société Infotron, qui est un peu plus gros que le drone de Novadem par rapport à ce que vous avez vu. Les 2 drones sont complémentaires, ils font des missions différentes. Ce drone-là permet d'avoir une charge utile un peu supérieure à celui de Novadem. Alors, ce drone a été également vendu pour le GIE Intra, toujours dans le but de faire des mesures radiologiques et des surveys de zones, et d'établir une carte de la radioactivité d'une zone. Donc il va porter dans ces cas-là un capteur gamma et non plus une caméra standard. Il est aussi utilisé pour les opérations de dépollution de zone. Alors ce que vous voyez en bas à gauche, c'est une opération de dépollution de zone qui a été faite à Saint-Denis. On retrouve aussi encore des obus non explosés à Saint-Denis, donc on fait intervenir les démineurs. Et il y avait un suivi aérien des opérations qui a été fait par drone. Et là, la photo
enfin une des fois, celle que j'ai mise, c'est le moment où on fait exploser l'obus pour neutraliser. Et vous voyez les applications aussi intéressantes sur la photo à droite. C'est le robot en mode dépose de capteurs. Le robot, donc ce mode-là est demandé par le GU Intra pour aller déposer des capteurs sur le terrain dans les endroits contaminés. Alors, dans les autres applications, peut-être on ne le voit pas ici, il y a évidemment, pour les drones aériens, il y a évidemment le contrôle des infrastructures. Donc il y a des drones qui sont adaptés pour faire le contrôle des ponts. Il y a des drones qui permettent de faire des contrôles de barrage. Donc EDF est en stade d'évaluation pour tous ces contrôles de barrage, pour le faire avec des drones, sachant qu'aujourd'hui ça se fait manuellement. Ça se fait avec des alpinistes en fait, qui vont parcourir le barrage et qui vont faire des contrôles avec des systèmes manuels. Les retours d'expérience, la conclusion qu'on en tire, c'est que on a mis du temps quand même à définir le robot adapté aux sapeurs-pompiers, mais je pense qu'on a réussi. Par contre, c'est pas complètement inné. Nous, on est des roboticiens, des ingénieurs, donc on n'apporte pas forcément tous les bons réflexes opérationnels. Eux nous les ont apportés. Donc ça prend un peu de temps, mais le concept est viable aujourd'hui. Voilà, et puis ce qui est très important aussi, c'est de ne pas oublier les facteurs humains dans les robots. En fait, aujourd'hui, on parle de robots autonomes, etc. Aujourd'hui, les robots ne sont pas autonomes, ils ne sont pas capables de faire ce que fait un homme. Ils ne se dirigent pas tout seuls, forcément tout seuls, ou par toutes les conditions. Et donc, ce qui est très important, c'est de travailler sur les échanges entre le robot et l'homme, et sur le partage de tâches entre l'homme et le robot, et sur tout ce qui est ergonomie des postes de pilotage, parce qu'un robot peut être très bien conçu et inutilisable d'un point de vue ergonomique. Donc aujourd'hui, c'est les choses importantes. Par exemple, quand on a un poste de contrôle-commande qui ne peut pas être commandé parce que le sapeur-pompier a une combinaison, il n'utilisera jamais le robot. Donc ce qui est important, c'est de réfléchir à tous ces aspects, toutes ces contraintes en amont de la conception du robot. Voilà, et puis bon, le robot aujourd'hui c'est une aide, hein, ça ne va pas remplacer le sapeur-pompier, c'est clair. Voilà. La société Dräger qui fête ses 125 ans cette année. Tout a commencé donc en 1889 grâce à Heinrich Dräger qui inventa une valve qui s'appelle l'UBK qui a servi à intégrer le gaz dans la bière. Tout à fait. Pour avoir l'effervescence dans la boisson préférée de monsieur Dräger. De ça, il a développé des systèmes de protection respiratoire essentiellement utilisés dans les mines dans le nord de l'Allemagne. Quelques petites dates importantes. 1930, c'est le début de la partie détection des gaz. 1953, naissance de l'Alcotest, qui est une marque déposée par Dräger. Et différentes petites choses jusqu'à Stefan Dräger, qui est arrivé lui en 2005 et qui est la 5e génération de Dräger de directeur Dräger dans la société. Donc Dräger, société allemande. On est basé à Lübeck, donc au nord-est de l'Allemagne, au sud de la mer Baltique. On est environ presque 15 000 personnes dans le monde. On fait un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on a différentes entités. La principale est la partie médicale, où on est leader mondial, donc tout ce qui est couveuse, appareil de réanimation, oxygénothérapie, tout ce que vous pouvez trouver au final dans un bloc opératoire et une grosse partie monitoring. La deuxième entité est la partie safety dont je dépends et qui pour la France est basée à Strasbourg. On est environ maintenant un peu plus de 180 personnes. On fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est donc 32 commerciaux, 60 techniciens. Et tout le reste, toutes ces personnes-là sont des gens itinérants basés sur toute la France. Et vous avez le reste des personnes qui sont basées sur Strasbourg au niveau des fonctions centralisées. Nos principaux sites dans le monde
Donc Lübeck, qu'on voit là-haut. Nos principaux sites de fabrication donc, sont Lübeck, Blyth en Angleterre et Pittsburgh aux États-Unis. On a quelques autres sites pour des marchés très locaux. On est présent en filiale pure dans plus de 53 pays et on est représenté via des agents commerciaux dans plus de 190 pays. Donc Dräger Safety France, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 180 personnes sur la France. Nos agences techniques et commerciales sur la France, donc la plus proche d'ici, Châteauneuf-les-Martilles, à côté de l'étang de Berre. On a Mélan, donc banlieue grenobloise, Strasbourg qui est le siège, Antony, région parisienne, Nantes et Tos qui se trouve à côté du bassin de Lac, dans le sud-ouest. Concernant les produits, donc on est fabricant d'appareils de détection des gaz, un peu comme notre confrère de tout à l'heure. On fait autant de la détection en ligne pour la protection des biens et des infrastructures que de la détection portative pour la protection des personnes. On peut détecter un peu plus de 2000 substances différentes selon les technologies que l'on va adapter. On est fabricant de toute la partie de l'organe de détection, c'est-à-dire la cellule de détection. Cette fabrication se fait à Lübeck. On fabrique aussi tout ce qui est appareil de protection respiratoire filtrante. Donc une fois qu'on a détecté, il faut qu'on se protège pour pouvoir continuer à travailler. Donc on a dans notre gamme autant des produits un peu plus basiques, comme les masques poussière comme vous pouvez avoir dans votre garage quand vous faites du ponçage ou n'importe quel type de travaux, jusqu'à des systèmes de masques avec cartouches qui sont utilisés dans l'industrie chimie, pétrochimie ou nucléaire. La deuxième partie est plus adaptée aux pompiers. On a des appareils isolants, plus d'intervention, des ARI, appareils respiratoires isolants, à circuit ouvert comme ceci ou circuit fermé comme celui-ci. La différence, c'est l'autonomie. On peut aller d'une vingtaine de minutes jusqu'à environ 4 heures selon le produit qu'on va utiliser. Et après, on a des systèmes qui sont des systèmes d'amener d'air, soit des compresseurs d'air respirable, soit des chariots d'air qui permettent d'avoir des autonomies beaucoup plus longues, qui sont utilisées plus par les CMIC ou dans l'industrie pour des opérations de durée beaucoup plus importante. On a toute une partie de système d'évacuation qui permet en cas d'alerte et d'incident au personnel d'évacuer et de rejoindre un point de rassemblement. Donc ces produits ont des normes bien spécifiques. Vous avez toujours soit du filtrant, soit de l'isolant selon dans les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. On fabrique aussi tout ce qui est vêtements de protection chimique, anti-gaz, anti-acide, et qui peuvent être complètement étanches au gaz et liquide. Une autre partie qui est un peu moins connue du grand public, on est concepteur et fabricant de centres d'entraînement, autant pour les pompiers d'aéroport que pour les pompiers SDIS, où on fait des centres d'entraînement au port de l'appareil respiratoire, des centres d'entraînement à feu réel pour apprendre comment éteindre des feux, comment intervenir dans des situations à risque. Une autre partie de Dräger qui est la partie diagnostic, où l'on fabrique tout ce qui est appareil de détection d'alcool et de drogue. Donc on a des systèmes embarqués dans les véhicules, des systèmes qui sont utilisés par la police nationale et la gendarmerie française, des systèmes qui se trouvent plus dans des endroits festifs comme les débits de boissons, les nightclubs et autres. Et après toute une partie qui est plus utilisée soit par les pompiers ou par les forces de l'ordre, qui est plutôt la partie détection des drogues.
Donc nos marchés, donc une grosse partie est la partie institutionnelle avec tout ce qui est pompiers, armée, gendarmerie, une partie transport pour la partie essentiellement drogue et alcool, et après tout ce qui est l'industrie en général, donc tout ce qui est chimie, pétrochimie, nucléaire, pharmaceutique. Au final, tous les endroits où vous pouvez avoir des produits chimiques ou des produits dangereux, on est présent et on peut vous aider à trouver des solutions pour vous protéger, pour détecter. Donc nos principaux clients sur la France, il y a autant des sociétés allemandes, françaises, etc., etc. On travaille autant avec des petites structures qu'avec de très très grosses structures. On est bien sûr certifié ISO, MAS et différentes certifications pour pouvoir intervenir dans tout ce qui est site industriel. C'est la fin de ma présentation pour vous montrer qu'on est présent dans tout un tas de domaines, autant dans l'industrie qu'ailleurs. La première ascension de l'Everest a été faite avec des appareils respiratoires Dräger. L'air du Bundestag à Berlin est monitoré, est équipé de produits Dräger pour la détection et pour la filtration de l'air. Les pompiers américains de New York ont utilisé effectivement le BG4, qui est un appareil circuit fermé pour rentrer dans les cavités pour des explorations longue durée. Et avec une couveuse Dräger, on a pu sauver 2 bébés pandas au zoo de Madrid. Voilà. Si vous avez des questions. Avant toute chose, merci beaucoup au lieutenant-colonel Monet d'inviter une entreprise aussi au nord de la Loire que ça. Non mais indirectement, et à Madame Jobert. Pour faire bref, on aurait été en parfaite symbiose avec l'entreprise AP2E sur la détection de gaz. Ça passe également très bien avec mes confrères de chez Dräger, puisque nous on est sur tout ce qui est, on va dire, risque chimique, mais dans une partie plus décontamination, prévention des risques chimiques, formation des utilisateurs et information aux prescripteurs dans le domaine. De moyenne taille, mais présente internationalement, et au total actuellement, nous sommes à peu près une centaine de salariés sur les 3 principales filiales, France, Allemagne et Autriche, en Inde, en Chine, aux États-Unis, plus des partenariats exclusifs dans différents pays, puisque maintenant nous sommes présents dans à peu près une centaine de pays à travers le monde. Un point important, c'est que dans notre expertise, on essaie de nouer en fait des partenariats avec des experts de tous horizons, ce qui nous amène à travailler aussi bien avec les premiers intervenants qui sont souvent les secouristes, les ingénieurs sécurité des entreprises, mais également avec les sapeurs-pompiers, les urgentistes et les services d'ophtalmologie. Notre cœur de métier, c'est le risque chimique dans son acception au sens large en termes d'évaluation et d'expertise. Ce qu'on cherche à faire, en fait, à travers nos solutions, c'est de diminuer et la fréquence et la gravité des accidents et de leurs conséquences. En ce qui concerne la main en bas, ça c'est une photo de main contaminée avec de l'acide fluorhydrique. D'où notre question à notre confrère d'AP2E concernant l'acide fluorhydrique et la capacité à détecter, parce qu'on va revenir brièvement dessus. L'acide fluorhydrique, c'est un acide qui est dit faible, mais qui est à la fois toxique et corrosif, et qui entraîne ce type de lésion avec souvent, donc, on va dire, ablation à minima au laser des zones nécrosées, ce que vous apercevez en gris, et nécessité de chirurgie reconstructrice quand c'est possible. Alors, vous allez me dire, le risque chimique, où est-ce qu'on intervient? Eh ben, j'aurais tendance à vous dire, en fait, partout où on utilise des produits chimiques, c'est-à-dire dans le concret au minimum au niveau industriel, partout. En fait, il n'y a pas un secteur d'activité, que ce soit l'agroalimentaire, le nucléaire, la chimie, la pétrochimie, la parapharmacie, etc., qui n'utilise pas à un moment, dans ses process, un produit chimique quelconque, que ce soit pour la production elle-même, pour la maintenance, pour le nettoyage ou pour la recherche. Dans les faits, on est également amené à travailler beaucoup avec les hôpitaux. Là, on est plus sur la prise en charge en secondaire des victimes d'accidents chimiques.
et avec les SDIS ou cellules mobiles d'intervention chimique sur la prise en charge justement d'une personne contaminée à la sortie du site industriel ou par exemple dans le cas d'un accident de transport, ce qui arrive également relativement régulièrement. Alors il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'on parle de risque chimique, on a tendance, au moins en France, à partir du principe de précaution, à faire un petit peu peur à tout le monde. Les Allemands là-dessus, de ma propre expérience, sont un peu plus pragmatiques. Tout le progrès qu'on vient d'observer, que ce soit la robotique, que ce soit tout ce qui est informatique, jusqu'à le matériel inox, etc., tout ça c'est permis par des applications de produits chimiques. Donc en fait, notre confort de vie, le progrès dans lequel on est habitué à évoluer, sont fondamentalement déterminés par les applications de process chimiques normalement maîtrisés à minima en milieu industriel. Nous en fait, au niveau de notre laboratoire, donc basé en France, région parisienne, on va chercher à comprendre le risque chimique dans sa toxicologie et dans ses risques aussi bien pour la peau ou l'œil humain que pour l'environnement. Et on essaie donc de mettre en place après des solutions permettant justement de circonscrire le risque de lésion ou de dommage environnemental. Là, vous voyez quelques exemples. Donc, on parle par exemple d'énergie verte. Il faut savoir une chose, c'est que par exemple les panneaux photovoltaïques pour lesquels les Allemands ont été, on va dire, leaders mondiaux pendant quelques années, sont des produits qui sont permis par l'utilisation de deux des pires substances chimiques qui soient en termes de dangerosité, à savoir l'HF, donc l'acide fluorhydrique, et le POCl3, trichlorure de phosphoryle, qui en fait tous les deux sont donc étiquetés corrosifs, et là il manque la petite tête de mort, et toxiques. Dans le cas du traitement des eaux, que ce soit par nanofiltration ou par filtration standard, vous utilisez également relativement massivement de l'acide sulfurique, de la soude dans les process. Ce ne sont que deux exemples. Alors, juste quelques chiffres, et ça je vais aller assez rapidement. Le poids de l'industrie manufacturière dans les accidents du travail en Europe est toujours prééminent, ça on s'en doutait un petit peu. Malgré une baisse générale des accidents du travail en Europe, grâce à des mesures de prévention, de protection et de premier secours de plus en plus efficaces. Ce qui est intéressant, c'est que, et là je me suis fondé sur différentes sources, aussi bien l'INRS pour la France que la caisse d'assurance maladie pour le secteur de la chimie, donc le BGRCI en Allemagne, et également le DGUVV, donc qui est l'assurance maladie allemande dans l'acception large du terme. C'est pas toujours évident d'avoir des chiffres relatifs spécifiquement aux contaminations chimiques. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même encore en Allemagne, dans le secteur industriel, 450 accidents mortels en 2013. Et un point non négligeable, on est à peu près à 1 salarié sur 1000 du secteur de la chimie, du transport des matières premières, qui a subi ce qu'on appelle en fait une maladie professionnelle ou un accident lié à une manipulation de produits chimiques sur l'exercice 2013. L'INRS spécifie de façon plus large qu'en gros à peu près 40% des salariés français ont été exposés quotidiennement à des manipulations de produits chimiques lors de leur travail au jour le jour. Donc c'est une problématique quand même qui n'est pas anodine. Alors où est-ce qu'on trouve notre action? On va situer en risque, on va dire en prévention du risque chimique au niveau des sociétés de transport, du laboratoire, ça c'est assez classique, de la production, de la maintenance, du dépotage et du stockage. Le dépotage, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est là où en fait les produits chimiques sont apportés par les camions et déchargés. Quelques petites illustrations. Alors nous, où on va se situer là-dedans? On va en fait intervenir auprès de nos clients pour essayer d'identifier les risques liés à leurs produits spécifiques. On dispose pour ça maintenant, grâce au progrès scientifique et technologique, de plein de solutions de recherche, de plein de procédés. On a ce qu'on appelle l'in vitro, c'est-à-dire simulation en bécher standard. On avait par le passé, mais c'est de moins en moins tendance, le in vivo, c'est-à-dire sur animaux vivants. Et ça, c'est de plus en plus remplacé par le ex vivo, c'est-à-dire qu'on prélève par exemple des explants cutanés humains. On va prélever donc des cornets de lapin ou de cochon, pourquoi pas, et on va essayer de procéder à des tests dessus pour voir comment ça réagit et du coup quelles pourraient être aussi les actions sur le corps humain.
Après, on a deux autres possibilités pour, d'une part, avoir des retours sur la dangerosité des produits, mais également sur la pertinence de nos solutions. Ce sont les études cliniques qui sont souvent assez difficiles à mettre en œuvre, et ce sont également les retours de cas en milieu industriel. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est vous qui parliez, monsieur Dreger, de nombre de solutions, enfin de substances testées. Actuellement, on est sur à peu près 1200 produits chimiques testés pour notre solution phare, et la recherche continue à ce niveau-là. Ça nous permet de développer et de certifier une utilisation de nos solutions de décontamination, on va dire humaine, à savoir donc les solutions de diphtérine. Alors la solution de diphtérine actuellement sur le marché, c'est la solution active de décontamination la plus polyvalente et la plus active, reconnue notamment par la Société française d'ophtalmologie, par la Société allemande d'ophtalmologie. Et on va retrouver pour des problématiques spécifiques à la demande de nos clients, par exemple l'acide fluorhydrique, l'hexafluorine, qui a vocation justement à prendre en charge tout ce qui est problématique d'acide fluorhydrique, aussi bien sur contamination cutanée que contamination oculaire. Un point important, c'est aussi la fonctionnalité et on va dire le côté opérationnel et de protocole simple des produits. Donc on essaie de développer également dans notre laboratoire d'études et de recherche, toujours en région parisienne, des solutions qui sont pratiques d'utilisation et simples. En ce qui concerne la gestion des déversements, vous avez une définition dans les carnets de l'INRS qui parle en fait d'absorbant standard ou d'absorbant neutralisant expert. On a essayé là de proposer une gamme assez complète, de l'absorbant tout simple qui vous permet d'avoir après une surface propre, peu importe le type de produit déversé, jusqu'à des solutions plus expertes, par exemple spécifiquement pour un certain type d'acide, spécifiquement pour certains types de bases, voire même polyvalentes et permettant d'agir sur l'ensemble des produits. Ça, vous retrouverez ça aussi bien dans les industries que chez les sapeurs-pompiers, ou bien encore au niveau peut-être plus petit, micro, on va dire, dans les hôpitaux et dans les laboratoires. À côté de ça, on essaie aussi de communiquer, on va dire, l'expertise de nos différents experts. Alors ça peut être des experts entre guillemets prévors, comme ça peut être des experts extérieurs. Et donc vous retrouverez, et ça vous pouvez le trouver également sur notre site internet, vous retrouvez différents types d'ouvrages qui visent à sensibiliser sur le risque chimique, mais également sur la magie de la chimie. Vous prenez par exemple un ouvrage comme La magie des solvants, ça explique aussi beaucoup des fonctionnalités des solvants, des applications possibles et de l'intérêt d'utilisation des solvants. Enfin, je vous parlais beaucoup de formation et de sensibilisation. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'un des éléments clés dans la transmission de produits, c'est la formation des utilisateurs, mais c'est aussi la compréhension de façon générale du risque et de son management. Donc on essaie de plus en plus de disposer d'outils interactifs. Donc on a des vidéos de formation. J'avais disposé tout à l'heure des petites clés USB sur la table. Vous retrouverez l'ensemble des vidéos de formation mentionnées ici sur cette clé USB. Si ça vous intéresse, vous y apprendrez peut-être des choses et ça permettra de compléter ma présentation parce que là, je vais faire l'impasse sur la vidéo que j'avais prévue. Voilà. Et dernier point, on a également développé un concept de e-learning. Ça, je sais qu'il y a d'autres sociétés que ça intéresse. Je pense que c'est le concept de l'avenir, c'est-à-dire pouvoir former à distance, informer à distance, et on continuera à creuser dans cet axe-là. Donc plus d'informations sur prevor.fr ou prevor.de. Herzlichen Dank, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Donc moins malheureusement aujourd'hui, on a encore des activités avec Ineos par exemple, que l'on mène aussi dans le domaine du nucléaire. Donc avec des clients comme Areva ou le CEA pour les INB de recherche. On est présent aussi sur le programme ITER et donc une volonté aussi donc de diversification sur des applications qui touchent plus le domaine de l'offshore dans le domaine pétrolier. Alors on a eu une croissance depuis 2008 qui est assez régulière et des résultats financiers qui sont toujours entre 8 et 10%. Petit résumé de ce qu'on veut dire. Alors, rapidement, un balayage à peu près de toutes les opérations que l'on peut faire, très rapide parce que je passe. Donc vous ennuyez plus que de raison avec ça. Donc on a une activité bien sûr d'études de fiabilité assez classique des systèmes, tout ce qui est RAMS pour les gens qui sont peut-être un peu plus aguerris, tout ce qui est donc études de disponibilité, fiabilité des systèmes complexes.
La fiabilité, ça passe aussi par l'étude des organisations. C'est comment le système est opéré, comment il est mis en place, et aussi le facteur humain, tout ce qui est mis en place de référentiel qualité, en fait, que l'on fait aussi. Bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, la connaissance des référentiels, et puis les aspects économiques associés, parce que tout ça, ça a un coût, et le but du jeu aujourd'hui, c'est bien d'être capable d'avoir la meilleure fiabilité et disponibilité des systèmes à un coût optimisé. Voilà, alors pour en revenir de façon plus précise donc, à l'objet de la réunion d'aujourd'hui, franco-allemande, donc on a démarré une activité l'année dernière en Allemagne, à Hambourg, alors avec deux objectifs. Le premier, c'est de répondre aux besoins de notre client Airbus, puisque donc, vous le savez, donc, il y a des implantations en Allemagne, donc, des bureaux d'études d'Airbus qui sont assez importantes. Donc en Allemagne, on a une activité très spécifique. On fait en fait de l'assurance qualité au niveau développement logiciel. Donc on sait assez bien démontrer que le hardware d'un calculateur est fiable. Ça se corse quand on met du logiciel dessus. Donc le logiciel, par définition, c'est immatériel, et comment démontrer que l'ensemble logiciel plus hardware est fiable, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc on a une équipe en Allemagne d'une dizaine de personnes qui réalisent ce type d'études et de démonstrations, donc en fonction des référentiels sur lesquels donc, nos clients travaillent. C'est une activité avant tout d'audit, en fait, au niveau des développeurs, de façon à vérifier que, en cours de développement, les travaux qui sont menés en respectant les différentes réglementations internationales. Et notre volonté, bien sûr, c'est d'être beaucoup plus présent sur le marché allemand à terme. Alors, avec ce qu'on aimerait bien développer, c'est une activité ferroviaire. Notre activité de distributeur d'outils logiciels, puisque donc ces outils, on en a vendu quelques centaines de licences en France. Alors c'est pas Microsoft, mais pour un marché de niche, c'est pas mal. On aimerait bien faire la même chose en Allemagne. Et puis aussi donc une activité donc d'application, donc mais dans le sens où on le fait en Allemagne de la directive Seveso, puisque, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, quand on regarde le nombre de sites Seveso, on en a beaucoup en France, mais en fait c'est en Allemagne et Canal+. Et donc on se dit que pour nous, il y a vraiment un intérêt à développer l'activité de notre filiale en Allemagne. Voilà. Tout ce que je voulais vous dire sur Apsys et sa position au sein d'Airbus. En ligne veut dire installer une permanence dans un processus industriel. Et typiquement, les gens utilisent nos systèmes pour contrôler et optimiser le processus. Aussi, on utilise nos systèmes pour assurer la sécurité et maîtrisant le risque posé par les gaz dangereux. C'est que nous rejoignons aujourd'hui à cette conférence. Gaz dangereux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être des gaz toxiques ou potentiellement explosifs sous certaines conditions. Je voudrais ajouter aussi les gaz corrosifs, hautement corrosifs qui peuvent attaquer les structures. Tous ces gaz sont d'intérêt à surveiller online pour des raisons de sécurité. Si on surveille online, on peut réagir tout de suite et résoudre le problème en phase qui n'est pas encore critique. Les gaz les plus surveillés qu'on rencontre sont le CO, ce qui est toxique et aussi potentiellement explosif sur certaines conditions. Des exemples de cette application surveillance CO dans l'industrie est par exemple Nestlé avec dans le processus de séchage de lait. Dans cette application, les produits de lait ont une tendance à coller sur une surface chaude qui crée le CO avec une combustion incomplète. Et c'est très important de surveiller le CO en permanence pour éviter que la concentration critique de 4% n'est pas atteinte. Exxon fait la même démarche, mais dans une autre partie de l'industrie. Dans le four de distillation, c'est dans la raffinerie. Là, on suit le taux de CO en tant que produit de combustion. Et c'est la même problématique s'il y a un mélange trop riche, parce qu'il mélange les gaz qu'il utilise pour chauffer le four de distillation. On peut avoir une génération de CO très importante, il faut arrêter ça tout de suite. Un autre gaz qu'on surveille souvent, c'est le H2S,
H2S est typiquement toxique et aussi extrêmement corrosif si ça combine avec l'eau. Les applications qu'on trouve jusqu'à date sont plutôt liées avec l'activité biogaz parce que ça produit pas mal d'H2S sous certaines circonstances. Et l'idée est d'éviter que ce gaz crée le problème de corrosion et aussi que ce gaz est par exemple injecté dans le réseau gaz naturel, ce qui ne serait pas une bonne idée d'avoir ça dans la maison. Un autre gaz qu'on surveille typiquement, c'est le H2. Ce gaz est potentiellement explosif si ça atteint de 4% aussi. Et un bon exemple d'une application pour la surveillance de H2 online est dans la production de chlore. Dans la production de chlore, parce que c'est un processus électrolytique, il y a une production de H2 aussi bien que le chlore. Et il faut à tout moment surveiller la présence de H2 dans le chlore pour éviter le risque d'explosion. Dans tous ces exemples et les autres exemples que je n'ai pas mentionnés, notre stratégie est d'offrir un moyen pour détecter et confirmer une évolution le plus tôt possible. On utilise une technologie qui est extrêmement performante pour faire ça. Et ça, c'est notre valeur ajoutée. C'est de créer des situations où on peut éviter un arrêt de processus. Souvent, avec des systèmes qui sont actuellement utilisés, les informations viennent trop lentement et sont trop imprécises pour arrêter ou confirmer, confirmer l'évolution de ces gaz suffisamment tôt pour éviter l'arrêt de l'usine. Et dans notre cas, on peut offrir la possibilité d'éviter la production ou la production encore plus prononcée de ces gaz avec une simple régulation du processus pour le process. Bon, notre technologie. Depuis 2010, AP2E conçoit, développe et fabrique des solutions complètes pour l'analyse de gaz online. Nous ne sommes plus une start-up vraiment, mais chaque nouvelle idée prend un peu de temps pour prendre vitesse. Et on est encore dans cette phase, mais on a passé par plusieurs itérations dans le développement. Ça veut dire qu'on a commencé avec une première ébauche, on a testé ça, on l'a optimisé, et maintenant il faut dire qu'on est dans une situation où on peut parler d'une solution qui est disponible pour la surveillance online. On crée des solutions autour de deux brevets. Le premier brevet concerné est le brevet qui s'appelle OFCIAS. C'est Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy. You don't have to remember that. But it's a very interesting technology that was developed by the University Joseph Fourier in Grenoble. C'est une technologie française. Et ça offre pas mal d'avantages au niveau analytique. On a ajouté un deuxième brevet qui est appelé Low Pressure Sampling System, ou LPS, qu'on utilise pour l'extraction de l'échantillon, aussi bien pour son transport à l'analyseur. Et ces deux brevets ensemble créent la base pour la solution unique qu'on peut offrir. On va commencer à parler des avantages de nos systèmes. Le plus prononcé avantage qui est créé par la nouvelle technologie analytique, OCS, est une extrêmement haute précision. Mais bon, avant que je commence à expliquer comment on fait ça, il faut comprendre un petit peu sur notre système, comment ça fonctionne. En effet, on a une solution online. Pour créer une solution d'analyse de gaz online, il faut extraire une permanence ou un continu, un échantillon qui est tiré du process au point voulu. Et on transporte cet échantillon à l'analyseur avec un tuyau. Et on passe par la zone où on prend des mesures, ce qui s'appelle une cavité laser. Ça, c'est une permanence. On tire une permanence cet échantillon de point d'extraction par l'analyzer jusqu'à une pompe à vide
où c'est vidé dans un système de neutralisation, typiquement si c'est des gaz dangereux. Pour faire l'analyse, on a une source de lumière. C'est un système optique qu'on a, ce qui concerne l'OCS. Cette source émet de la lumière dans la gamme de longueur de onde NIR. NIR, ça veut dire near infrarouge. En français, c'est proche infrarouge. Et cette gamme de lumière a une gamme entre de longueur de onde 700 jusqu'à 3000 à peu près nanomètres. Mais ces sources sont très très étroites dans leur bande émittante. Ils produisent de la lumière dans une bande avec une largeur typiquement 0,2 nanomètres de largeur. So, on a une possibilité de longueur de onde qui sont entre 700 et 3000 nanomètres. Et les lasers qu'on choisit sont très spécifiques pour les molécules qu'on cherche. Ça veut dire on cherche des lasers qui produisent une longueur d'onde qui sont absorbés par les molécules qui nous intéressent et qui ne sont pas absorbés par les molécules qui sont présentes mais qui ne nous intéressent pas. Alors ITER, vous l'avez vu, enfin vous le voyez sur cette diapo, c'est un projet qui représente plus de 50% de la population mondiale. On parle de collaboration franco-allemande. Bon, là on a l'Europe qui est le partenaire et pas la France. Donc si on prend les drapeaux de la droite vers la gauche, on a la Chine, l'Europe, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis. Donc ces 7 partenaires se retrouvent autour d'un projet dont le but est de démontrer la faisabilité de la fusion. La fusion étant l'inverse de ce qui est fait actuellement. Donc dans les centrales nucléaires, la centrale nucléaire aujourd'hui c'est de la fission, donc on casse des noyaux lourds, j'essaye d'être synthétique, hein, donc on casse des noyaux lourds. En fusion on va faire l'inverse, on va agréger des noyaux légers et libérer de l'énergie. Avec de multiples avantages, vous verrez. J'ai également économisé les slides sur la vue de la fusion parce qu'on entend toujours dire qu'on part de rien. Il faut savoir que les expérimentations de fusion existent depuis les années 50 et l'ensemble des partenaires ont au moins un réacteur de fusion en activité dans leur pays. C'est aussi le seul domaine dans lequel, au plus fort de la guerre froide, on a continué à avoir une collaboration entre les États-Unis et la Russie. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce qu'on était... Les deux partenaires savaient pertinemment qu'il n'y aurait aucune application militaire sur ce qui allait être trouvé. Voilà. Donc il faut être très clair. Voilà. Donc on a aujourd'hui un savoir-faire depuis les années 50 sur la fusion. Et aujourd'hui, pour être très schématique, soit on fait des réacteurs qui sont puissants, soit on fait des réacteurs qui durent longtemps. Le but, c'est de combiner ces deux technologies. Donc avoir du réacteur qui dure, alors qui dure, hein, on est quand même aux milliers de secondes. Voilà, on n'est pas à l'heure aujourd'hui. Mais une fois qu'on aura franchi le gap du millier de la seconde, on pourra avoir quelque chose qui s'entretient. C'est un projet qui est né en 2005. On a une personne qui a été un acteur principal pour le fait que la France soit le pays hôte, c'est Jacques Chirac, qui a porté le projet. Et donc en 2006, un accord a été signé avec les 7 membres de l'organisation internationale. C'est un concept unique et c'est ce qui a fait aussi que ce concept résiste à la crise que nous avons tous vécue. C'est que chaque partenaire ne donne pas un chèque en blanc à l'organisation internationale, mais chaque partenaire va placer pour le compte de l'organisation internationale des contrats dans son pays. Ce qui fait, et ce qui est une chance, fonctionner l'économie de chaque pays. L'inconvénient majeur, c'est que les pièces qui vont être créées de par le monde doivent être transportées jusqu'au site qui a été choisi. C'est un challenge majeur, puisque l'ensemble des autres pays qui étaient sur la liste, en lice, avaient une frange maritime, et donc il était beaucoup plus facile de transporter des convois, enfin des pièces qui peuvent peser jusqu'à 600 tonnes,
Donc des pièces qui peuvent peser jusqu'à 600 tonnes au bord de la mer plutôt que dans les terres. ITER est c'était le seul endroit qui était 80 km dans les terres, sachant qu'il va y avoir plus de 250 convois nécessaires. Le réacteur, c'est un Pulse géant d'1 million de pièces. Voilà. Et les communicants ont été excessivement forts. Ils ont transformé cet inconvénient majeur en avantage majeur, en disant que si aujourd'hui on arrivait à construire un réacteur dans les terres, demain, on pourrait le vendre à l'ensemble des pays du monde et non pas à ceux simplement qui avaient une frange littorale. Bel exercice. Donc les avantages de la fusion par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une source inépuisable et universellement répartie, pas d'impact sur l'environnement ou limité. Dans ça, par rapport aux réacteurs que l'on connaît aujourd'hui, on n'a pas de déchets à haute activité et à vie longue. La période du tritium qui va être utilisée, c'est 14 ans. Ça veut dire qu'en cette période, 80 années, on a des matériaux qui sont inertes. Quand on comparait ça du plutonium et de l'uranium, on n'est pas sur la même dimension. Pas de CO2 ou autre effet de serre, pas de risque de prolifération, pas de déchets. L'avantage aussi que vous voyez là-dessus, alors on représente un jet de plasma. Le plasma, c'est le 4e état de la matière. On est un solide, on le chauffe, il devient liquide. On continue à chauffer, il devient gaz, et on chauffe le gaz, il devient plasma. Bon, pour chauffer le gaz et qu'il devienne plasma, il faut 150 millions de degrés. Et on va contenir ce champ de plasma par un champ électromagnétique. Il est tellement dur d'obtenir un plasma et de l'entretenir que la moindre réaction met fin à la réaction. Et vous n'avez pas de cœur de réacteur, comme vous l'avez vu sur les types de centrales de fission. Et donc en fait, on a une enceinte vide à maintenir. Donc il n'y a pas de risque de réchauffement d'un réacteur tel qu'on le connaît, ou tel qu'on l'a vu dans les incidents majeurs récents, et on est sur quelque chose qui est intrinsèquement sûr. C'est un vrai challenge pour le futur. Où en sommes-nous? J'essaye d'être rapide. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a une plateforme de 150 hectares qui a à peu près le même statut qu'une ambassade. Donc on est en extraterritorialité, puisque le projet ITER est une organisation internationale. S'applique une partie du droit français, à l'exception des entreprises qui viennent y construire ou qui, elles, ont l'ensemble du droit français respecté. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on a une plateforme qui fait 50 hectares, qui est la plateforme que vous voyez au centre, sur lequel va s'élever d'ici une dizaine d'années 37 bâtiments. Aujourd'hui, vous voyez le trou de la fosse Tokamak. Donc Tokamak, je ne ferai pas l'affront d'essayer de vous dire ce que ça veut dire, puisque c'est du russe, hein, donc ça veut dire chambre toroïdale bobine magnétique, en français. Donc ce bâtiment réacteur, il va s'enfoncer de 17 mètres sous terre et va se surélever de 40 mètres. Donc là, on a coulé aujourd'hui les premières fondations, 1,20 m à 2 mètres de béton, sur lesquels on vient de positionner 493 plots parasismiques. Un plot parasismique, c'est une chape de béton de 2 mètres de haut, sur lequel on met une couche d'élastomère et sur lequel on va recouler une nouvelle chape de béton de 1,20 m à 2 mètres pour désolidariser totalement le support du bâtiment réacteur de 360 000 tonnes pour résister au séisme paléolithique majeur affecté d'un coefficient de sécurité. Donc on en est là aujourd'hui. On a une zone accueil entreprise, puisque aujourd'hui on a 500 employés de l'organisation internationale, 600 sous-traitants, principalement sur de l'ingénierie. Hein, on est à 2 tiers de cadres, 1 tiers de non-cadres. On a 300 ouvriers sur le chantier, et l'année prochaine on en aura 3000. Donc le vrai challenge aujourd'hui, à la vue de tout ce que vous venez de présenter, c'est préparer l'organisation santé, sécurité et sûreté avec l'état de l'art aujourd'hui, en intégrant cela sur un projet qui a une dynamique de changement et qui va voir s'élever 37 bâtiments. Donc en termes de santé et de sécurité, on a des bâtiments qui sont aujourd'hui finis, qui sont les bâtiments du fond. Le bâtiment rouge que vous voyez là, ici, fait 250 mètres de long, pour vous donner une idée. Hein. Donc il y a le bâtiment d'assemblage des bobines, puisque les bobines de champ magnétique sont trop grandes pour être transportées telles quelles, donc elles sont sectionnées ou être assemblées. Ici, on a le bâtiment de cryostat. L'Inde doit fournir le plus gros frigo au monde, qui va entourer le réacteur, 30 mètres par 30 mètres.
Et comme elle le fabrique en Inde, mais elle ne peut pas le transporter tel quel, elle le sépare en 57 pièces qu'elle va venir assembler dans ce bâtiment-là. Le siège de l'Organisation internationale est ici, c'est un bâtiment qui fait 250 mètres de long également. On a une zone entreprise destinée à accueillir les 2000 à 3000 ouvriers jour. Et on a l'alimentation électrique qui est assurée par une ligne 400 kV, puisque pour initier cette réaction et porter le réacteur à 150 millions de degrés, il faut 50 MW. Le but est d'en ressortir 500 MW. Donc un facteur 10 entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie. Donc vous voyez la fosse du tokamak dont je vous ai parlé. Les 493 plots parasismiques, je me trompe toujours de 1 ou 2, donc qui supportent les 400 000 tonnes du complexe tokamak. Donc les voilà aujourd'hui recouvertes, avec un plan de ferraillage dont je vous laisse voilà, avoir l'idée. Et donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Qui travaille pour ITER. Alors bon voilà, on a 500 personnes à peu près, 35 nations, 40 langues. Donc la langue de travail est l'anglais. Hein, avec 66% d'Européens. Alors la contrepartie du fait que l'Europe ait eu le projet, l'Europe paye 45% du projet. Les autres pays en payent 9%, mais chacun repartira avec la totalité du projet à terme. Ce qui n'est pas une bêtise, puisque en termes d'investissement, par rapport à ce qui a été investi par PACA, par exemple, on a un rendement de 3. Donc on a déjà 3 fois plus de retour que ce qui a été investi. C'est-à-dire qu'on a investi en PACA 495 millions d'euros, je crois, de tête. Hein, excusez-moi, hein, c'est un ordre d'idée. Aujourd'hui, on a 1,2 en retour, 1,2 milliard et 2 milliards pour la France. Voilà. Le projet, je ne vous ai pas mis le slide parce qu'il est... j'aurais dû la laisser. C'est ITER trop cher, hein, on l'a tous entendu. Hein. ITER, c'est 13 milliards d'euros sur 30 pays, ou 35 pays, sur 10 ans. Sochi, c'est 40 milliards d'euros. Voilà. Hein, le Qatar, Coupe du Monde de foot au Qatar, 150 millions d'euros. Voilà. Est-ce que 13 milliards d'euros sur 35 ans sur 35 pays 10 ans, c'est trop cher pour avoir une source d'énergie qui demain pourra permettre d'avoir quelque chose de plus sûr. Enfin, après, moi, je suis forcément partial, vous considérez comme partial puisque je suis à l'interne. Mais bon, je suis aussi un local, hein, puisque j'ai grandi à côté, donc je peux vous dire que c'est fait en sécurité. Le but, c'est d'avoir un premier placement en 2020, alors entre 2020 et 2022, un premier plasma deutérium-tritium en 2027. ITER n'étant qu'un réacteur de recherche. Le vrai réacteur qui sera vendu, c'est Demo, qui fera 8200 MW. Et on ne sait pas aujourd'hui si chaque membre ou tous prépareront un démo. Voilà. Je travaille à Stuttgart dans le groupement européen d'intérêt économique qui s'appelle EUVRI et je vais vous présenter comment mettre en place une démarche de gestion intégrée des risques qui est un peu le cœur de métier de EUVRI. Je vais vous expliquer ce qu'est EUVRI, ce groupement européen d'intérêt économique qui a été fondé par cinq organismes au départ, mais un axe franco-allemand très fort avec d'un côté l'INERIS et de l'autre côté la fondation Steinweiss à Stuttgart. Nous avons également dans le groupement l'université de Stuttgart, le centre interdisciplinaire qui s'occupe des risques et de l'innovation technologique. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que lorsqu'on parle de nouvelles technologies, les nanotechnologies, de nouveaux vecteurs énergétiques, l'hydrogène, le biogaz, les batteries au lithium, il y a beaucoup de questions qui émergent sur la maîtrise des risques liés à ces nouvelles technologies. Et avoir un centre avec des experts des sciences sociales qui est capable de comprendre comment les risques sont perçus et comment répondre aux risques perçus et pas aux risques évalués, c'est une grosse différence. Lorsqu'on travaille avec les experts des sciences humaines et sociales sur ces questions-là, on enrichit en fait les mesures et les démarches de maîtrise des risques.
et où on a montré dans ce projet que pour évaluer, pour maîtriser les risques, il fallait travailler sur 4 dimensions. La dimension technique, technologique, mais que ce n'était pas suffisant. On ne maîtrise pas les risques uniquement avec les technologies. On a besoin aussi de comprendre l'interface avec les hommes, avec les collectifs de travail. Il y a c'est pour ça que Michel Sacher parlait de système de gestion de la sécurité. C'est très important d'avoir des synergies et un travail efficace entre la technologie et les humains dans l'entreprise. Et c'est pas suffisant non plus d'avoir des procédés qui sont robustes sur le plan technologique et humain. Il faut également communiquer les risques résiduels vers les salariés, vers les différentes parties prenantes qui sont les autorités, les assureurs, qui sont quelquefois aussi les actionnaires de l'entreprise. Donc il faut avoir en fait un discours adapté sur quels sont les risques, comment on les maîtrise et quels sont les risques résiduels. Est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on ne les accepte pas? Et tout ça, en particulier lorsqu'on parle de nouvelles technologies, souvent on a un manque de connaissance de ces risques. C'est important de s'appuyer sur les réglementations et les normes existantes ou de préparer les nouvelles réglementations et les nouvelles normes pour capitaliser de l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on traite de nouveaux risques. Le deuxième élément qui a forgé finalement la vision de EUVRI, c'est le travail de l'International Risk Governance Council, IRGC, qui est une association internationale, un conseil international qui est basé en Suisse et qui met au centre du processus de gestion des risques la communication. Ce projet qui s'appelle Safe Life X vise à développer des méthodes pour prolonger la durée de vie des infrastructures. Vous savez qu'une infrastructure, un bâtiment est construit pour une certaine durée de vie. Lorsqu'on a atteint cette durée de vie, est-ce qu'on doit arrêter d'occuper ou d'utiliser cet ouvrage, ou est-ce qu'on décide de prolonger son utilisation? Est-ce que tous les tunnels qui ont atteint 70 ans, on ne doit plus les utiliser? La question dans ce projet, c'est quelles sont les mesures à mettre en place en termes de contrôle de l'intégrité de l'ouvrage pour continuer à utiliser, à exploiter ces infrastructures. Les nouvelles molécules qu'on allait utiliser pour remplacer le kérosène traditionnel permettaient de pouvoir continuer à utiliser les avions actuels. En gros, si on change les molécules, est-ce qu'on a plus de corrosion sur certains éléments du moteur ou sur certains éléments de l'avion? Donc le projet a examiné en détail tous ces éléments-là et pour plusieurs types de molécules qui étaient intéressantes en termes de production. Et l'énergie, au moment où elle est produite, pour pouvoir ensuite l'utiliser, mais de manière différée. Ça fait un tampon. Et ça évite le problème qu'on a par exemple en Bavière ou en plein mois d'août quand les photovoltaïques fournissent à plein le courant, on ne sait pas quoi faire du courant puisqu'il n'y a pas de consommation. Donc là, l'idée c'est de pouvoir stocker cette énergie et de l'utiliser par la suite. Donc Ineris travaille avec TÜV, avec les autres partenaires pour développer un protocole de test pour challenger, pour tester les batteries et s'assurer qu'elles ont un niveau de sécurité adéquat. Les ressources principales de groupe, elles sont chez les membres, chez les adhérents, chez les partenaires. Et donc on combine ces équipes, les experts des différentes équipes, on catalyse la préparation de projets et on répond ensemble à des appels d'offres, on répond ensemble à des demandes. Et on voit bien que ce mode de fonctionnement est assez pertinent parce qu'il est à la fois flexible et agile en fait pour pouvoir monter des projets. Voilà, et donc le GIE est ouvert si certains d'entre vous sont intéressés pour collaborer avec nous, soit comme partenaire ou soit comme membre futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc l'INERIS, c'est l'Institut national de l'environnement et des risques industriels. C'est un acteur majeur dans l'évaluation et la maîtrise des risques en France, et notamment en Europe. Donc ces travaux se portent sur les enjeux sanitaires et environnementaux, accidentels également, sur le comportement des sols et des sous-sols, et ainsi que sur l'évaluation et la certification. Donc ce dernier point, la certification, c'est ce dont je vais vous parler ici. Donc c'est un processus, il faut savoir que c'est pas simplement une envie, mais c'est vraiment l'aboutissement d'un enrichissement de connaissances qui peut commencer par la veille réglementaire, l'expérimentation, l'évaluation des meilleures techniques disponibles ou des bonnes pratiques de laboratoire, et enfin la certification. Donc tout ça en fait est le fruit d'une maturité et peut aboutir à un référentiel de certification dont je vais vous parler ici qui s'appelle NanoCert.
Avant de vous parler brutalement comme ça de référentiels portant sur les nanomatériaux, on va faire une succincte présentation de ce que ça peut être. Alors basiquement ici, vous avez une échelle. Lorsqu'on parle de nanoparticules, on se situe dans l'échelle de 1 à 100 nanomètres et on exclut tout ce qui n'est pas anthropique et intentionnel. Donc c'est-à-dire que les poussières de volcans, comme vous pouvez voir dans l'image qui est un peu petite ici, des particules naturelles ne sont pas considérées, ainsi que des particules issues des échappements. Pour fixer un petit peu les idées, vous avez ici un cheveu comparé à des fibres nanométriques. Donc on peut voir qu'on est quand même dans l'extrêmement petit. Un aspect important des nanotechnologies, c'est la modification des effets de surface. Alors pourquoi? Ici vous avez un cube à gauche d'1 cm de côté. Donc il a basiquement une surface de 6 cm². Si vous découpez ce cube en petits cubes d'1 mm, vous multipliez la surface par 10. Si maintenant vous divisez en cubes de 1 nanomètre de côté, vous multipliez la surface par 10 millions. Donc vous vous retrouvez avec une surface qui est potentiellement active, qui est beaucoup plus importante. C'est un des aspects importants des nanomatériaux. Donc, au niveau de la normalisation, ces nanomatériaux ont été classés au départ en nanoparticules sous différentes formes, selon qu'elles aient 1, 2 ou 3 dimensions inférieures à 100 nanomètres. Ici, vous avez donc les nanofeuillets qui ont uniquement l'épaisseur, qui va être considérée comme nanométrique. Après, les nanofibres qui auront 2 dimensions, et enfin les nanoparticules qui auront 3 dimensions inférieures à 100 nanomètres. La nanocerte comprend plusieurs volets que je vous ai exposés ici, le premier étant sur les personnes et le deuxième sur les matériels. Alors historiquement, la problématique des nanomatériaux n'a pas commencé en 2009 en France évidemment, mais il y a eu un point marquant qui a été un débat public. A suivi de ça un programme NanoInnov et du coup le montage du référentiel de certification. Les premières formations ont eu lieu en 2011 et aujourd'hui on en est... Alors il y a une étape qui n'est pas signifiée ici, et donc au recyclage des personnes qui ont été formées au tout départ. Nous avons écouté ce matin beaucoup concernant les catastrophes de l'industrie, accidents industriels. Je le fais très courte. Les attentes publiques en Allemagne, c'est un peu que je veux parler. Risque, danger, sécurité, très bref note. Et puis les réponses du BAM et ses recherches actuelles, je vais faire un peu plus de cela. Et enfin, comment coopérer avec BAM. Nous avons écouté de l'explosion du nitrate d'ammonium à Toulouse. Ça a eu lieu en Allemagne 80 ans plus tôt. Et il y a des autres accidents comme avec les trains ou dans les mines où il y avait la pollution du fleuve Tisa. Et nous avons écouté du Fukushima et une autre explosion du nitrate d'ammonium très récemment aux États-Unis. Mais les attentes de population, ce sont qu'il arrivera cela. Et dans la Constitution en Allemagne, c'est l'article 2, c'est très haut. C'est le droit de vivre et de l'intégrité corporelle. Et c'est également inclus dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Puis il y a le droit de la propriété, c'est plus envers l'industrie, doit servir le bien du public. Et enfin, la troisième dans cette attente, ces attentes, c'est la protection de l'environnement pour le bien-être des générations futures. Et pour cela, l'État est responsable pour la sécurité industrielle comparable à la sécurité de l'intérieur ou la sécurité extérieure, le militaire. Les responsabilités en Allemagne, c'est le gouvernement allemand fédéral. Et nous avons écouté ce matin déjà, c'est bien distribué en Allemagne
pas si central comme à la France. Ce sont les 16 États de la fédération, et puis les propriétaires des installations et l'industrie. Et enfin, chacun a son responsabilité pour la sécurité. Au niveau du gouvernement, ce sont les législations, la contrôle et prendre action. Et ça, c'est fait par les institutions fédérales et les autorités fédérales de contrôle. Et un de ces instituts, c'est BAM. Risque de minimum qu'on ne peut diminuer, ça existe. Et avec l'utilisation du technique, le risque augmente. Et enfin, on a le grand danger de dommages, mais aussi on peut gagner beaucoup. Et c'est balancé, égalisé, équilibré les bons parts et le mauvais, et c'est le risque maximum qu'on peut accepter. Et puis c'est une question de discussion entre les groupes inclus dans la disputation. Institut pour accélérer l'innovation. Et nos activités se sont testées, conseils spécifiques et transfert de technologies fondés sur une recherche excellente. Et les domaines thématiques, ce sont l'environnement, les matériaux, infrastructures, sciences analytiques et l'énergie en général. Plus intéressant, ce sont les substances explosives, inflammables de tout autre, les gaz comprimés, et puis les technologies associées avec l'électricité. Industrie alimentaire, c'est particulièrement intéressant ou d'importance pour nous concernant les matériaux de référence et l'analyse chimique. Et dans les industries de transport, c'est particulièrement les chemins de fer et les gazoducs, et pour le vélo aussi, et l'infrastructure. Alors, BAM TTS, c'est un peu loin de Berlin, situé dans les forêts, et avec plusieurs essais dans le bois et un grand installation d'essai pour la sécurité, un grand site des explosifs pour le transport et stockage des matériaux radioactifs, mais aussi pour de l'huile ou de gaz naturel. Et pour cela, il y a l'essai de chute. C'est un instrument unique, ça a une hauteur de 36 mètres et peut lever les lourdes de 200 tonnes et les laisser tomber sur un plafond rigide. Un autre sujet, c'est la sécurité contre l'incendie et pour les nouveaux matériaux comme les fibres de carbone, plastique renforcé à base de fibres de carbone, que sont puis dans divers secteurs de transport. Et la question est la sécurité en cas d'incendie pour les preuves, et c'est un essai. Merci de votre attention. Donc je suis Adrien Mangiavillano, je travaille au pôle risque, donc au pôle de compétitivité risque depuis mai dernier, et particulièrement en charge des affaires de collaboration sur les projets de recherche européens. Ma première présentation ici va concerner le pôle risque. Comme ça, tout le monde saura exactement de quoi il retourne. Et en avant-première mondiale, je vous propose une vidéo si elle décide de marcher. Voilà. Pôle risque. Toujours une ratée à une première mondiale qui paraît.
Pôle Risque, un partenaire de confiance. 76% du réseau basé en PACA et Languedoc-Roussillon. 250 adhérents, dont 180 entreprises. Plus de 30 organismes de recherche et formation. 104 projets de recherche et développement pour un montant global de 185 millions d'euros. Innover et offrir des solutions concrètes dans 3 domaines d'action stratégiques. Risques naturels et changements climatiques. Risques industriels. Risques chroniques et émergents d'origine anthropique. La stratégie du pôle risque s'articule autour de 6 programmes phares. Système de surveillance environnementale et d'aide à la décision. Ouvrage hydraulique sûr. Sécurité et sûreté globale des sites et des installations. Qualité de l'air. Eau et pollutions émergentes. Sécurité civile. Du point de vue national, la France aujourd'hui comporte 71 pôles de compétitivité, chacun ayant un domaine de compétence ou un thème de compétence, et celui du pôle risque, c'est naturellement celui des risques. Donc ça, c'est une photographie aujourd'hui. Dans les années à venir, il semblerait que le nombre de ces pôles va diminuer pour atteindre des tailles critiques, notamment sur des perspectives d'export, de marché, de dynamisme économique. Quelques chiffres rapides. La première mission donc, de ces pôles de compétitivité, en l'occurrence du pôle risque, c'est naturellement de labelliser, en tout cas de favoriser l'émergence de projets. Aujourd'hui, on a atteint quasiment les 900 projets collaboratifs de recherche et développement qui ont été portés ou accompagnés par le pôle risque. D'une manière très globale, ces projets représentent environ plus de 4 milliards d'euros de dépenses en recherche et développement pour environ 15 000 chercheurs. Le financement public, on en a parlé tout à l'heure, l'État français en fait, participe beaucoup, énormément au financement de la R&D en France, et la R&D portée, accompagnée par le pôle risque, représente presque 2 milliards d'euros, dont plus de 1 milliard d'euros par l'État dans le cadre des FMI, que vous connaissez évidemment. Alors étonnamment, le pôle risque s'appuie sur 2 territoires. PACA, vous avez vu tout à l'heure que PACA en fait valide ou en tout cas labellise le pôle pour son action en région, et également le pôle risque travaille également avec le Languedoc, parce que si du point de vue administratif PACA est très différent de Languedoc, d'un point de vue territorial et gestion des risques, finalement tout ça a une certaine cohérence territoriale, et il n'aurait pas du tout été intelligent, en tout cas intéressant, de se cantonner à des limites administratives pures. Donc les régions Languedoc et PACA partagent en réalité un seul et même écosystème, ici méditerranéen, et donc partagent des risques et partagent du coup des solutions, des marchés et des acteurs. Présenter mon directeur que j'excuse là et que je vais essayer de représenter. Alors, pourquoi des sapeurs-pompiers dans ces histoires de collaboration et de risque? De risque, on comprend. Collaboration, c'est moins évident. De coopération bilatérale. J'ai pensé que quand on est un SDIS innovant comme celui des Bouches-du-Rhône, on ne peut pas rester en dehors de toutes ces histoires d'innovation et donc obligatoirement de collaboration binationale ou internationale. Donc effectivement, les sapeurs-pompiers sont des utilisateurs de solutions ou de produits de sécurité avec comme je disais à l'un d'entre vous, la notion de terrain de jeu. C'est vrai qu'entre nos installations d'entraînement
et nos théâtres opérationnels, on offre la possibilité de tester et d'utiliser des produits qui ne sont pas totalement matures. Alors, notre vocation, bien entendu, n'est pas de faire de la recherche fondamentale, mais évidemment appliquée, et plutôt du développement d'ailleurs, parce que notre vocation, par essence, les services départementaux d'incendie sont des établissements publics qui n'ont pas vocation à faire de la recherche, mais en revanche, la nature ayant horreur du vide, je dirais. Nous nous sommes retrouvés depuis une quinzaine d'années comme des partenaires non pas obligatoires, non pas forcés, mais des partenaires volontaires sur des projets divers, des projets collaboratifs qui peuvent être de niveau national ou européen. Et donc, bien entendu, on est un peu des facilitateurs dans cette étude, dans cette conduite de projet, parce que, naturellement, il y a un moment où on doit définir le besoin. Et ce que nous aimons, c'est quand, au bout du projet, on a un produit. Quelquefois, on a des projets qui ne débouchent jamais. On fait des projets qui vont drainer des subventions, mais qui n'aboutissent pas. Bon, je ne vous cache pas qu'on essaie de ne pas être dans cela. Voilà. C'est beaucoup d'énergie perdue, et nous, ce qu'on veut à la sortie, c'est au moins un prototype ou un produit industrialisable, que ce soit une solution technologique ou un matériel. Alors, vous voyez là l'exemple photographique qu'on a mis, c'est qu'avant d'utiliser des drones de type Predator, parce que la réglementation nous l'interdit en Europe, il faut qu'il y ait la guerre pour utiliser des drones lourds, eh bien nous avons depuis 6 années utilisé de l'imagerie aérienne qui est exactement le même produit que le drone, à part qu'il y a un pilote dans l'avion, contrairement au film. Et donc ça nous permet de monitorer très efficacement nos sinistres naturels comme les inondations et surtout les feux de forêt dans lesquels on a une image tactique en temps réel et très efficace qui nous permet d'améliorer beaucoup la réflexion dans les postes de commandement et la réponse aussi aux citoyens, ou plus exactement aux maires, aux préfets ou aux policiers qui nous dit est-ce que le feu est arrivé dans ce quartier ou pas. On peut répondre en une seconde. Voilà. Donc on a à travers les premiers projets sur les drones aériens, depuis 2006, on a commencé à utiliser l'imagerie aérienne, et puis progressivement nous avons eu d'autres projets d'innovation qui ont été dans les détecteurs, dans les tenues intelligentes, aussi dans l'expérimentation, avec Adrien qu'on a eu ce matin d'ailleurs, qui a participé à un projet d'expérimentation assez approfondi sur les tenues de feu, pour faire simple, hein, quelque chose d'assez pointu. Et puis oui, il y a la robotique qui nous a été montrée là, et la robotique, on est tombé dedans dès les années 2004, robotique terrestre d'abord, donc nous avons un robot terrestre, et puis robotique aérienne via les drones, puisqu'on avait l'imagerie aérienne, et à partir de cette année, de cet été, nous avons 2 drones, que sont celui qu'on a vu tout à l'heure, et celui un peu plus lourd qui est à gauche. Donc, il n'y a pas que ça dans l'innovation, on utilise aussi des systèmes de cartographie approfondie, de simulation, de 3D. On a énormément on a la chance d'être un service public qui est très consommateur d'innovation et facilitateur. Je reviens toujours à ce mot. On est là pour soutenir. Bon, pas à fond perdu, parce que non plus le citoyen et les coûts publics, les collectivités qui nous financent ne comprendraient pas qu'on ait une politique publique qui ne soit plus une politique de secours, mais une politique de recherche et développement. Mais en revanche, je pense que les services publics de secours, pas seulement les sapeurs-pompiers d'ailleurs, les services publics de secours ont un rôle important à jouer dans quelquefois le réalisme. Vous voyez, dans cette petite dimension de réalisme qu'il faut apporter à des projets en disant non mais ça marche pas, et on l'a dit souvent, ça peut pas marcher, c'est irréaliste, ça sert à rien, des fois on l'a dit. Mais en revanche, bon, si on avait ça nous servirait. Voyez. Donc c'est ce petit recadrage des fois, qui se passe des fois sur des mois, sur des années, mais
j'y crois, quoi, j'y crois. Après, on peut ne pas y croire, mais grâce au pôle risque, grâce à cette espèce de réseau vertueux qu'il y a autour de la technopole et de tous ces gens qu'on rencontre, d'abord au niveau national, mais aussi au niveau international, eh bien, on arrive à aussi être un peu moins bête, parce que si on reste tout enfermé dans notre boîte et qu'on attend que les produits soient amenés un jour par un commercial, ça nous convient pas totalement. Il faut qu'on soit des partenaires dans le domaine des risques, comme le sont les industriels des risques d'ailleurs, parce qu'il y a bien sûr les universitaires et les gens de la recherche qui apportent la partie, bien entendu, fondamentale au sujet. Il y a les développeurs de solutions, puis il y a aussi les industriels du risque. Et les industriels du risque, bon, ils ont peut-être un peu moins de sensibilité que nous à ces choses-là, mais ils sont aussi des partenaires très importants. Voilà. Et puis, donc, bien entendu, il faut qu'on échange des cartes de visite, il faut qu'on fasse des projets bilatéraux, il faut qu'on avance sur le fameux projet ANR, BM, BF. Hein, ça, je crois qu'on est un peu tombé entre les deux, là, entre 2014 et 2015, mais je crois que le pôle risque, Adrien, on l'a confirmé, fera passer au CAFAP toutes les données de date limite et d'appel, hein, l'appel, le thème de l'appel, les dates limites de soumission. Et je crois que cette journée, il faut qu'elle aide les uns les autres à avoir des idées de développement bilatéraux, puisque on a prouvé encore aujourd'hui et hier que l'Europe, c'était quand même quelque chose qui réussissait. Et puis, pas seulement dans l'espace, nous on a les pieds sur terre, mais on peut, j'en suis sûr, réussir beaucoup de choses dans ce domaine-là, avec une efficience financière, parce que bon, les Américains et les Anglais disent value for money, il faut avoir value for money, il ne faut pas dépenser, un chou est un chou, hein, il ne faudra pas dépenser plus que de raison, mais aussi il faut que l'Europe et les agences de recherche continuent à mettre de l'argent dans l'innovation et dans tout ce qui est développement de nouvelles solutions, parce qu'on en a terriblement besoin, et puis c'est une question de survie pour nos entreprises, pour nos fabricants, en termes de compétitivité. Donc s'il n'y a pas ces subventions, s'il n'y a pas ces groupes, s'il n'y a pas ces consortiums, eh bien, on risque de se faire manger par les autres. Et il faut en être conscient, que ce soit les services publics, mais aussi les entreprises apportant les solutions ou développant les matériels. Voilà, je ne veux pas en dire trop, je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais sur le cœur. Voilà, merci beaucoup. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Je ne sais pas ce que j'ai réussi à le dire. C'était effectivement une très bonne conclusion pour cette journée, en mettant l'accent sur l'innovation, en mettant l'accent sur les collaborations, en mettant l'accent sur l'importance des relations interpersonnelles dans le montage de projets collaboratifs, que ce soit de projets de R&D ou d'expérimentation sur les territoires. On a vu énormément de choses aujourd'hui, on tient vraiment à remercier tous les intervenants qui sont déplacés de très loin pour venir nous présenter leur technologie.